Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du meurtre non élucidé de Françoise Chabet. Alors, restez là. Cette histoire se passe en France, dans le département de la Somme, et plus précisément dans la petite commune d'Humbercourt. Nous sommes le 26 février 2005 et ce matin-là, Ludovic Chabet, pompier professionnel, rentre chez lui après une garde de 48 heures dans sa caserne en région parisienne. Mais une fois arrivé chez lui, lorsqu'il ouvre la porte de sa maison, il trouve le corps de sa femme, Françoise, inerte sur le carrelage de sa salle à manger. Elle gît sur le ventre, alors il va la mettre sur le dos, puis poser sa main sur son torse et constater qu'elle ne respire plus. Et contre toute attente, choqué par la situation, Ludovic ne pratique aucun geste de premier secours sur sa femme. Au lieu de ça, il appelle les pompiers. Les pompiers essayent de réanimer Françoise pendant 45 minutes, mais en vain. Françoise est déclarée morte à 11h du matin. Françoise Chabet, de son nom de jeune fille Billion, est née le 5 décembre 1980 à Saint-Paul-sur-Ternoise. Elle est âgée de 24 ans au moment de son meurtre. Françoise est une femme discrète, réservée, gentille et souriante. Elle rencontre Ludovic au lycée alors qu'elle n'a que 17 ans. Cela devient très vite sérieux entre eux et le couple se marie en septembre 2002. En 2004, ils achètent leur maison à Humbercourt qu'ils baptiseront Nid d'amour. Ils passent leur temps libre à la rénover. Elle est secrétaire médicale chez un grossiste agricole et lui est pompier professionnel. En apparence, ils forment un couple solide, heureux et sans problème. Françoise a des hématomes sur le visage ainsi qu'une plaie à la lèvre. Nouée autour de son cou, son propre foulard de couleur bleue a été utilisé pour l'étrangler. Elle est vêtue de son pyjama, elle a des boules qui hèsent dans les oreilles. Le pompier arrivé en premier sur les lieux du crime a eu du mal à dénouer le foulard. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, les gendarmes présents sur place pensent que Françoise s'est suicidée. Première erreur, et je ne veux pas vous spoiler, mais vous allez voir qu'elles sont assez nombreuses dans cette affaire. En découlera alors la seconde grosse erreur, qui sera le non-gel de la scène de crime. Puisqu'il pense que c'est un suicide, on n'y pose aucun scellé, et tout le monde va et vient sur cette scène de crime. Un mégot est retrouvé à proximité du corps de Françoise, mais ce mégot va tout simplement être jeté à la poubelle. Une enveloppe se trouve dans le salon, à quelques mètres du corps de Françoise. Elle contient 500 € en liquide. L'autopsie révélera que la cause de la mort est bien la strangulation. Du sperme est retrouvé dans le vagin de Françoise, mais nouvelle erreur majeure, étant donné qu'il n'y a pas de traces d'agression sexuelle, il est conservé mais pas analysé. Enfin, l'heure du décès sera déterminée entre 9h et 9h45, quelques minutes à peine avant l'arrivée de Ludovic. Notons également que l'état de sidération de Ludovic, qui l'a empêché de prodiguer les premiers secours à sa femme, l'empêchera également de se souvenir si oui ou non la porte était ouverte lorsqu'il est arrivé. Une fois que les gendarmes vont enfin percuter qu'on ne s'étrangle pas seul avec son propre foulard, l'enquête va enfin pouvoir commencer. Et ils se lancent à la recherche d'un rôdeur ou d'un marginal, mais cela ne mène à rien. Alors 10 mois plus tard, ils vont s'intéresser à la vie privée de Françoise et éplucher ses relevés téléphoniques qui vont en effet leur révéler un secret. Françoise avait un amant. Cet homme s'appelle Stéphane. Il est marié, père de famille et travaille dans la même boîte que Françoise. Stéphane a déjà été interrogé à 3 reprises, mais n'a jamais parlé de cette relation à la police, bien entendu. Sauf que les échanges révèlent de nombreux détails. Ils se téléphonent quotidiennement, tous les soirs à 18h, une fois qu'ils sortent du travail. Leurs appels durent environ 3 minutes. Ces appels se sont arrêtés en date du 2 février, où Stéphane a appelé Françoise pendant 12 minutes. Ce 2 février est le jour où il a appris que sa femme était enceinte de leur second enfant. Il est plutôt clair que Stéphane a rompu avec Françoise ce soir-là. D'autant plus que les proches de Françoise confirmeront que depuis cette date, Françoise avait débuté une assez grosse dépression. Cependant, Stéphane, de nouveau interrogé, va bien évidemment tenter de minimiser leur relation. Il va même nier toute relation suivie. Alors si c'est pas une relation suivie de s'appeler tous les soirs à la même heure, en tout cas il va juste avouer avoir eu une relation sexuelle avec elle, en mode rapide, sur leur lieu de travail. C'est tout. Et puis il a un alibi. Ce matin-là, il posait du carrelage chez lui avec sa femme. Et sa femme confirme. Donc on laisse la main tranquille. J'ai failli oublier. Durant l'enquête, les policiers ont quand même voulu analyser le sperme qui a été retrouvé, ce qui n'avait pas été fait tout de suite, rappelons-le. Ce sperme a été mal conservé et malheureusement, il est impossible de l'analyser. Ensuite, à l'échec cuisant de la main, on se penche maintenant sur le mari.
Était-il au courant que sa femme le trompait ? Interrogé à ce sujet, lui tombera des nues, mais les investigations vont révéler là aussi des détails assez importants. Une voisine du couple a déclaré avoir vu Françoise vivante ce matin-là, vers 9h, puis avoir vu Ludovic arriver vers 9h30. Grâce à son dernier ticket de péage à Roye, dans la Somme, on sait que Ludovic y est passé à 9h01. Les gendarmes referont le trajet et estimeront qu'il restait à Ludovic environ 12 minutes pour commettre le crime avant d'appeler les pompiers à 10h04. Souvenez-vous, Ludovic est pompier professionnel et n'a absolument rien tenté pour essayer de sauver sa femme. De plus, la mort était récente, donc il n'y avait pas de rigidité cadavérique. C'est pour ça que les pompiers ont insisté durant 45 minutes. Et lui n'a même pas essayé de dénouer le foulard autour de son cou. Alors, il est tout naturellement mis en garde à vue. Au début, il continue de dire qu'il a trouvé sa femme au sol lorsqu'il est rentré chez lui. Puis, au fil de sa garde à vue, il finit par avouer le crime. À demi-mot, puisqu'il évoque un jeu qui a mal tourné. Puis, assez rapidement, il se rétracte et dénonce les pressions qu'il a subies lors de sa garde à vue et explique que ses aveux lui ont été suggérés et extorqués. Il sera libéré en attente de son procès et en juin 2013, soit 8 ans après le meurtre de sa femme, Ludovic est condamné à 12 ans de réclusion. Alors, bien sûr, il fait appel de cette décision. Une reconstitution est ordonnée. Elle va permettre de démontrer que la fameuse voisine qui aurait vu Françoise vivante à 9h, de là où elle dit s'être trouvée, il est quasiment impossible qu'elle ait pu voir Françoise par la fenêtre. Ce qui fait donc douter qu'elle ait aussi pu voir Ludovic, comme elle l'affirme, à 9h30. D'ailleurs, à ce propos, on refait le trajet de Roye à Humbercourt en respectant les limitations de vitesse et on arrive au domicile du couple à 10h01. La première reconstitution du trajet a été faite en roulant 20 à 30 km/h au-dessus des limitations, persuadé que Ludovic s'était dépêché de rentrer pour tuer sa femme. Or, il y a de nombreux radars sur le trajet et Ludovic ne s'est pas fait flasher ce matin-là, ce qui prouve qu'il a roulé normalement. De plus, on se rend compte que le médecin légiste qui a estimé la mort de Françoise entre 9h et 9h45 n'a pas pris en compte les 45 minutes de réanimation des pompiers qu'il faut normalement défalquer, ce qui change tout. Entre 8h15 et 9h, il est impossible que Ludovic ait pu tuer sa femme, étant donné qu'à 9h01, il était au péage de Roye. Pour finir, une énième erreur majeure est commise lors de cette reconstitution. C'est le vrai foulard de Françoise qui est utilisé. Il y avait déjà l'ADN de Ludovic, de Françoise, celui des pompiers et des intervenants le jour du crime. Et maintenant, il est ajouté les ADN de tous les intervenants de la reconstitution. Finalement, le 5 juin 2015, soit 10 ans après le meurtre de sa femme, Ludovic Chabet est acquitté. Bon, je vous avoue que cette histoire m'a rendue totalement folle lorsque je me suis rendu compte que si les gendarmes avaient fait leur travail correctement dès le départ, le meurtrier de Françoise serait sous les verrous aujourd'hui. Dans beaucoup de meurtres, on n'a rien du tout sur la scène de crime. Mais là, on avait l'identité du tueur partout. Et presque 20 ans plus tard, cette personne est toujours en liberté. Depuis l'acquittement de Ludovic, le dossier est fermé et sans éléments nouveaux, ne sera pas réouvert. Alors, à moins d'un miracle, d'un aveu ou d'un témoignage inespéré, j'ai bien peur que le meurtre de Françoise reste à jamais non élucidé. J'étais complètement perdu, paniqué. C'est même très dur à supporter, quoi, ce phénomène, parce que finalement, on sauve des gens tous les jours, et le jour où on se retrouve devant notre épouse, on n'a plus rien, quoi. Si on a envie que ça paraisse suspect, on va dire que c'est suspect. Et si on n'a pas envie d'accabler cet homme, on va dire que finalement c'est un bon professionnel, il a tout de suite vu au premier coup d'œil qu'elle était décédée, et que, à moins de s'appeler Dieu, on ne réanime pas les morts. Mais là, en l'occurrence, on a considéré que sa non-intervention de premier secours était suspecte. L'enjeu du procès était de déterminer si oui ou non Ludovic a pu avoir le temps nécessaire pour tuer son épouse au matin du 26 février 2005. Alors, après l'avoir condamné, puis acquitté, après avoir pinaillé sur le temps de trajet et sur l'heure présumée du décès, la justice a fini par trancher et en déduire que non. Mais peut-on vraiment faire confiance aux expertises réalisées dans ce dossier ? Alors dans ce cas, peut-on envisager le scénario suivant ? L'amant de Françoise passe la voir. Ils font l'amour et ils s'endorment. Vers 9h40, Stéphane se réveille paniqué. Alors il s'habille et part du domicile. Mais Ludovic arrive juste à ce moment-là et voit l'homme sortir de chez lui. Pris d'une rage folle, il trouve sa femme dans la salle à manger en rentrant, qui vient elle aussi de se réveiller, et il a bien compris que c'était son amant qui venait de partir. Alors il prend le foulard bleu accroché dans l'entrée et il l'étrangle. Ensuite il prend quelques minutes pour réaliser et il appelle les pompiers.
Le téléphone de Stéphane, il est coupé ce matin-là, donc on ne sait pas avec certitude où pouvait se trouver Stéphane ce matin-là, donc est-ce qu'il était chez lui ou pas, on n'en sait rien. Stéphane, il entretient des conversations téléphoniques qui sont édifiantes. Avant ses auditions, ou entre ses auditions à lui et les auditions des membres de sa famille, il contacte les uns et les autres, il leur indique des éléments de réponse qu'ils devront apporter au cours de leurs auditions à eux. Imaginons maintenant que Stéphane n'arrivait pas à se débarrasser de Françoise et qu'elle le menaçait de tout raconter à sa femme s'il la quittait pour de bon. Alors Stéphane a craqué, et au boulot vendredi 25 février, il a eu une relation sexuelle avec Françoise. Il va pas bien, et puis il dort mal cette nuit-là. Il ressasse cette liaison, il a peur de perdre sa famille. Il décide donc ce matin-là, pendant que sa femme dort encore, de se rendre chez Françoise, car il sait que son mari termine sa garde à 8h à 200 km de là. Il n'est pas impossible qu'il ait eu une clé. Françoise aurait pu lui faire un double, ou alors elle en cachait peut-être une spécialement pour lui, sous un pot de fleurs. Donc il pénètre dans la maison et se cache. Il entend Françoise se lever et traverser la salle à manger. Il se jette alors sur elle par derrière, l'étrangle, et rentre chez lui, comme si de rien n'était, pour poser son carrelage. Problème réglé. Aujourd'hui, je peux pas vous dire si la porte a été ouverte ou fermée. Aujourd'hui, je peux pas. Je me souviens mettre la clé dans la serrure. Après, je peux pas vous le dire. Là, ça fait 10 ans, je me souviens plus. Bon, pour récapituler, il n'y a pas de trace d'effraction, mais il y a quand même une incertitude sur la fermeture ou non de la porte d'entrée. Pas de trace d'agression sexuelle, mais il est important de noter que les viols n'en laissent pas toujours. Alors on peut toujours envisager qu'un prédateur sexuel aurait pu s'introduire chez Françoise. On peut dans ce cas imaginer qu'elle aurait été surprise dans la nuit, pendant qu'elle dormait. Une fois morte, pour une raison qui m'échappe, il aurait déplacé son corps jusque dans la salle à manger. Cela expliquerait la présence des boules qui ess dans les oreilles. Est-ce que c'est pas la première chose qu'on enlève en se réveillant le matin ? Cela prouve qu'elle a été surprise, qu'elle n'a rien entendu. Mais à mon avis, ça prouve surtout qu'elle dormait. Le déplacement de son corps de son lit à la salle à manger expliquerait aussi les hématomes qu'elle a sur le visage, ainsi que la plaie à la lèvre. Il est aussi important de noter que Françoise était seule dans la maison depuis quasiment 48 heures. Alors un stalker, ou une personne du voisinage un peu détraquée, aurait pu remarquer que c'était le moment ou jamais. Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu ? Théorie 1, son mari. Théorie 2, son amant. Théorie 3, un prédateur sexuel. Ou théorie 4, la vôtre. Et si vous avez votre propre théorie, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous tout de suite dans l'onglet communauté de ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau Cold Case.